Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 21 août. Toute l'actualité près de chez vous, votre météo, invités, décryptage, reportage où vous pourrez découvrir ce soir le travail des équipes dédiées à l'accueil des bateaux de croisière en Principauté, destination très prisée au cœur de l'été. L'ouverture hier soir du 18e mondial du théâtre amateur, nos équipes étaient sur place pour les 3 coups. Nous ouvrirons ensuite un des grands dossiers de l'été, couleur café ce soir, pour mieux comprendre vos habitudes de consommation, vos préférences aussi, et le rôle social de ce breuvage tendance à travers le temps. Gilles Fumet, auteur de la géographie de l'alimentation, nous en dira plus dans un instant. Et puis un voyage ce soir à travers un demi-siècle de télévision et d'événements de prestige, avec les confidences sur l'oreillette de notre confrère de France Télévisions, une figure, un style, Daniel Leclerc pour son livre de mémoire truffé d'incroyables rencontres et de bien des anecdotes dans le domaine du sport et des paillettes. Et on débute ce journal par un record, celui de l'équipage du Blackjack qui a remporté au cœur de la nuit, juste avant 3 h du matin, la célèbre classique Palermo-Monte Carlo. Le maxi 100 pieds aux couleurs du Yacht Club de Monaco, barré par Tristan Lebrun, a pulvérisé son propre record de plus de 5 heures. Temps de référence désormais dans cette régate de renom, 38 h 53 minutes et 16 secondes entre Sicile et Principauté. Le sentiment ce soir du skipper du bateau monégasque auprès de Vanessa Dessy. C'était une course difficile. Déjà, on a pris une énorme option stratégique qui est de passer par l'est de la Corse, alors que tous les autres bateaux, la route habituelle qui est plus courte est de passer par l'ouest. On a fait l'équivalent de 50 km en plus, donc 30 000 nautiques en plus. Donc il fallait aller très très vite pour battre le record en faisant plus de distance. Ensuite on a eu tous les types de vent et de météo. Donc on a eu très très chaud, très peu de vent, et aussi au nord de la Corse on a eu une énorme tempête avec tellement de pluie qu'on ne voyait plus la personne à l'avant du bateau. Et des vents excessivement forts qui ont mis le bateau en danger. Donc oui, c'était assez sportif quand même. On est très satisfait, on n'est jamais sûr jusqu'à la fin dans ce sport. C'est un sport mécanique, donc tout peut arriver jusqu'aux 10 derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Et évidemment, on est dépendant de plusieurs facteurs, la technique comme je viens de le citer, mais aussi de la météo. Et donc il faut que ces deux paramètres-là se réunissent. Et ensuite, il faut que le paramètre humain, notre équipe de 18 personnes, fasse son travail à la perfection. Et dans ce cas-là, ces 3 paramètres se sont réunis, ce qui nous a permis de faire un nouveau record. Et évidemment, on est très heureux avec ça. La suite pour le Blackjack et son équipage s'annonce plus calme. Le mois de septembre sera dédié à une préparation minutieuse du bateau, tout en offrant à l'équipe un temps de repos bien mérité. On reste sur les flots avec le retour en force des bateaux de croisière. C'est plus d'une centaine de navires qui jettent l'ancre chaque année dans le port de Monaco, notamment durant l'été. Des bateaux aux normes souvent surdimensionnées qui doivent suivre une procédure bien particulière en arrivant devant la Principauté. Les explications de Yannick de Bever, accompagné d'Alexa Vial pour les images. Pour faire amarrer un navire de plus de 80 mètres à Monaco, il faut suivre à la lettre plusieurs étapes. Déjà, interrompre totalement le trafic dans le port. Et ensuite, il faut faire monter dans le cuirassé un pilote formé qui s'occupera de faire la manœuvre d'amarrage. Tous les navires de plus de 80 mètres rentrant dans le port ou sortant du port de Monaco doivent obligatoirement avoir un pilote à bord. La spécificité du port de Monaco, c'est vraiment le vent d'est qui va nous amener de la mer, donc qui va augmenter la difficulté de la manœuvre. Et donc il y a vraiment un échange important avec le bord, le commandant, et également Météo France, avec qui on a un contrat, on va dire, pour le port de Monaco, et qui nous informe de manière continue des évolutions météorologiques. À quai, 2 agents portuaires s'occupent d'attacher le Seven Seas Splendor, un navire qui revient souvent en Principauté, après y avoir été inauguré en 2020. S'il peut y avoir une habitude avec certains bateaux, il faut cependant toujours faire preuve d'une grande organisation pour que tout se déroule parfaitement. On ne dirait pas la digue quand elle est vide, elle a l'air grande, mais pour certaines tailles de bateaux, on est quand même à l'étroit. Donc la chose, c'est vraiment anticiper et savoir comment on va pouvoir mettre en place pour que tout le monde puisse partir dans les meilleures conditions et puisse profiter de la Principauté.
Chaque année, entre avril et novembre, plus d'une centaine de bateaux de croisière accostent à Monaco. Un balai impressionnant mais parfaitement rodé. Ce matin, par exemple, la manœuvre complète de l'amarrage aura duré seulement 1h15. C'est la belle histoire de ce journal. Le don d'une barque qui sera au centre des festivités de la Sainte-Dévote en janvier 2028. C'est une habitante d'Isola 2000 qui en est à l'origine. Écoutez le récit de Patricia Navarro sur des images de Thomas Deus. Il fait partie de ces personnes engagées qui contribuent à perpétuer les traditions monégasques. Jacques Pastor monte chaque année à bord de l'embarcation qui transporte les reliques de Sainte-Dévote lors de la grande fête patrimoniale organisée le 26 janvier. Mais c'est aussi lui qui se charge de partir en quête d'une barque symbolique qui est ensuite brûlée à l'issue de la célébration. Et ce n'est pas une mince affaire tant il est difficile de trouver ce type de bateau hors d'usage. Comme toujours, c'est une histoire d'amitié et de générosité. Donc une histoire d'hommes en fait, des gens que je connais par la montagne, et qui sont aussi des gens de mer, m'ont appelé en me disant « Écoute Jacques, on a un bateau avec qui on est très attaché. » On dit « Écoute, on sait, et ça c'est souvent grâce à vous, grâce aux médias, grâce à Monaco Info, que c'est bien diffusé dans le département, voire dans des départements voisins, que pour la Sainte-Dévote, vous avez une belle manifestation où les pointus sont mis à l'honneur. » Et là, la mobilisation des amis du port, le Yacht Club qui prête la remorque, les affaires maritimes qui mettent à disposition des hommes et des locaux, on a été récupérer ce bateau et quand on défend nos traditions, et là c'est peut-être un des meilleurs exemples, c'est une aura que la principauté diffuse. Et la généreuse donatrice vit à Isola 2000, une commune où de nombreux monégasques se rendent fréquemment pour aller skier. Elle a été particulièrement sensible à cette volonté de perpétuer les traditions et a ainsi souhaité apporter sa contribution en offrant le pointu de son grand-père, l'embarcation ayant fait naufrage et n'étant pas récupérable. C'est une barque qui date de 1937, donc qui a vu beaucoup. Je crois qu'elle a été motorisée dans les années 50. J'avais entendu que Monaco faisait ça pour la Sainte-Dévote, et en fait on avait ce pointu auquel on tenait énormément et on ne pouvait plus le maintenir à flot. Et du coup, c'est venu naturellement de lui donner une jolie fin. Cette barque sera brûlée en 2028 car 2 autres l'ont précédée et seront brûlées avant elle l'an prochain et en 2027. La tradition a donc encore de beaux jours devant elle. C'est l'un de nos grands dossiers de l'été, dossier tendance autour du café. Expresso, ristretto, allongé, latte, glacé ou frappé, la petite noisette, le café filtre ou le cappuccino. Et vous, quelle est votre préférence? Quelles sont vos habitudes en la matière? Frédéric Elion est allé à votre rencontre. Il y a un café d'utilité publique, c'est le café du démarrage du matin. Donc c'est la première chose évidemment que j'absorbe après m'être levé. Ensuite il y en a un deuxième, plus un moment social quand j'arrive au boulot. Donc je travaille à Monaco dans les voitures anciennes au garage des Moneghetti. Et après c'est après déjeuner. On parle d'expresso. Et je ne pense pas être dans la frange haute des consommateurs. Tous les jours à peu près. J'essaie de réduire un petit peu parce que des fois ça peut être un gros carburant, mais je dirais 2 par jour environ. Quel type de café? Du latte, du noir, du classique? Cappuccino, tout le temps, toujours avec du lait. J'aime pas trop le café fort. Pas du tout café, moi je suis team thé à fond, donc pas café du tout. Jamais goûté même? Si, goûté avant, mais ça m'intéresse pas, là je suis bien sur le thé. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans le goût finalement? Je sais pas, je trouve ça un peu amer. Bon après faut mettre du sucre, quoi. Ça va si on met du sucre à mort, mais sinon j'aime pas ça. Ça dépend, c'est un peu par période. Des fois je peux en boire 1 ou 2 fois par jour, des fois j'en bois pas. Je fais un peu de sport aussi le matin, du coup c'est pas mal pour commencer la journée. J'essaye un peu, bon pas directement dès que je me lève, au bout d'une petite heure, dès que je me lève tranquillement. Molto caffè tutto il giorno, 4-5 volte la mattina per la colazione e per il lavoro, per essere svegli, pronti, reattivi. Quindi l'italiano, 4 caffè al giorno, anche dopo pranzo, sempre. Souvent c'est au taf, donc c'est du moulu directement sur espresso, des choses comme ça. Voilà. Très peu, juste après manger, c'est tout. Ouais. L'estate è vero, il caffè freddo o la crema di caffè. L'estate cambia. Okay.
L'origine du café, ses habitudes de consommation dans le monde, son rôle social à coups de comptoir au coffee shop ou encore en fin de repas à la maison. Pour aller plus loin dans ce dossier brûlant, nous accueillons Gilles Fumet, chercheur en géographie culturelle et auteur de la géopolitique de l'alimentation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Important de s'intéresser à nos habitudes avec le café. C'est une vieille tradition, ça remonte à quelle époque l'arrivée du café chez nous par exemple, à Monaco en France ou en Italie? Alors en Italie ça remonte au XVIe siècle, 16e, 17e siècle, voilà, qui est un moment au cours duquel l'urbanisation plus importante en Italie nécessite des lieux où on doit se rencontrer, on peut se rencontrer, et là on va utiliser quelque chose qui est très banalisé à Istanbul. Voilà. Ah oui, le café turc. Voilà, qui est en fait le lieu où se retrouvent les hommes dans les espaces publics, parce que les espaces privés restent confinés les femmes, évidemment, sont inaccessibles. Ouais, on parle beaucoup de salon de thé. C'est vrai que le thé qui est encore la boisson la plus consommée, derrière l'eau bien sûr, dans le monde. Alors, dans le monde, oui, tout à fait, parce que c'est la plus facile à faire. Par infusion, c'est très simple, oui. Et surtout parce que c'est une boisson qui touche aussi bien les hommes que les femmes, alors que le café c'est plutôt les adultes, c'est bien sûr les hommes et les femmes, c'est peu les enfants, voilà. Et c'est comme un moment au cours duquel dans la vie, lorsqu'on accède au café, on accède au monde des adultes en quelque sorte. C'est ça, c'est le monde des adultes. Le café, ça se consomme au bar, à la maison, sur le marché, ça se consomme un peu partout. Est-ce qu'il y a plus une consommation aujourd'hui à domicile ou dans des cafés un peu différents? Oui, alors, ce qui est frappant, effectivement, c'est de voir que la technologie utilisée au bar, qui a été donc inventée par les Italiens, oui. Sur le modèle du café turc, qui est voilà, une boisson très concentrée, et elle est passée grâce à la technologie au domicile, et si bien que oui. Voilà, avec les systèmes de fabrication de la tasse de café instantanée, bien sûr, comme au bar. On est loin du filtre, on est dans la dosette aussi aujourd'hui. On n'a pas tous une machine à café à la maison. L'effet dosette a beaucoup fait avancer la consommation de café, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Ou en tout cas, elle en a amélioré la qualité, dans le sens où, effectivement, on a échappé au café boisson qui vient d'un système de filtre, là, qui est utilisé beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, ou les pays du Nord, où là, on utilise le café comme une boisson banale, quoi. Alors que dans les pays du Sud, dans les pays latins, dans les pays musulmans, le café est une boisson sociale. Ce qu'on consomme devant son ordinateur, donc là, c'est plus quelque chose qui relève de la santé, dans la mesure où là, on a besoin non pas d'un adjuvant social, mais de quelque chose d'excitant, voilà, qui va permettre de pouvoir résister au travail. Il y a un certain niveau d'exigence maintenant dans le café, on a l'impression, parce qu'on peut prendre du café différent entre hommes et femmes ou jeunes gens, ou personnes plus âgées peut-être. On part d'un simple expresso, on est plus difficile quand on arrive au café, maintenant dans le choix, évidemment. On va au macchiato, l'americano, la petite noisette d'antan, le petit crème, ça a changé quoi aujourd'hui. On veut un cappuccino avec un dessin, avec un cœur dessus, on veut plein de choses. Oui, donc vous voyez que votre histoire de cœur sur le café montre bien qu'il y a dans la boisson un message, hein, dans le sens où finalement on attend du café quelque chose qui est une forme d'esthétisme, oui, voilà, ça, dans la relation. D'où la chance maintenant d'avoir des endroits conviviaux comme des coffee shops. Il y a aussi il y a les cafés philo. Vous avez créé par exemple avec des étudiants le café géo aussi. Oui, l'idée c'était de reprendre à partir de café philo le point de départ qu'a été le café en Occident, avec la découverte de la boisson au XVIIIe siècle, qui était de faire des lieux où on brassait des idées. Ouais. Voilà. Il faut savoir quand même que la Révolution française s'est préparée très largement dans les cafés, et le printemps arabe c'est travaillé dans les cafés, et la raison pour laquelle les Chinois surveillent les établissements où on boit du café tient au fait que justement on a peur que se délient les formes de liberté dans des endroits qui sont
moins surveillé. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour nous ce soir, Gilles Fumet, dans ce dossier complet sur le café. On a vu les impressions de ceux qui font Monaco, bien sûr. On a plein de petits territoires comme ça cachés. On adore prendre son café, que ce soit au bureau, à la maison ou à l'extérieur. Vous l'avez dit, lien social d'importance. Merci encore d'avoir été des nôtres ce soir. Bon café. Le coup d'envoi du Mondial du théâtre a été donné hier soir à Monaco, au Théâtre des Variétés. Organisé par le Studio de Monaco, ce rendez-vous unique est considéré comme le plus grand festival du théâtre amateur au monde. Gaëtan Lebrun et Thomas Deus ont assisté à la soirée d'ouverture. Du 20 au 27 août, la Principauté devient la scène internationale de la création théâtrale. 18 pays venus de 5 continents se succèdent pour présenter leurs œuvres dans un esprit de partage et de découverte culturelle. Pour l'inauguration, le public a voyagé en Amérique latine. La troupe cubaine a ouvert le bal avec une pièce consacrée à Yarini, personnage emblématique du 19e siècle, une figure de charme et de pouvoir, devenue légende dans l'histoire de Cuba. Une entrée en matière flamboyante qui a conquis le public et donné le ton du festival. Bueno, Teatro Universitario de La Habana llega con Yarini al Festival Mundial de Mónaco. Yarini es una obra basada en un hecho real o un personaje real de los años 1900 de la Cuba naciente, de una república donde Cuba se libra de la colonia española y empieza a generar una nueva historia. Y Yarini es un cubano que se erige como líder, como héroe, aunque representa valores de un antihéroe, aunque tuvo valores de antihéroe. Yo, Fernando, soy bastante movido, o sea, me encanta la playa, me gusta siempre estar moviendo las manos, y Yarini es todo lo opuesto a eso. Tiene que ser una persona que grita, mata, acaricia, solo con la mirada, o sea, solo con un gesto, con una respiración, y lograr apartar todo lo que yo soy, y lograr encarnar a Yarini, ser solo una respiración que grita, eso es lo más complicado para mí. O sea, avanzar y que el paso pese, y que el paso abra el camino, es difícil. Un rendez-vous où passion, diversité et créativité se rencontrent, sous le signe de l'échange entre cultures, avec toujours la même ambition, mettre en lumière la richesse du théâtre amateur. Les sports, le départ du Tour d'Espagne ce samedi de Turin, une escade piémontaise de 3 jours pour débuter la Vuelta cette année. La présentation des coureurs a lieu ce soir et parmi eux, on retrouve avec grand plaisir celui qui pour la première fois de l'histoire du cyclisme monégasque a endossé un maillot jaune de leader après une magnifique victoire d'étape en côte au Tour de Pologne au début du mois d'août. Victor Langelotti qui a finalement terminé 5e au classement général final. Victor qui a été retenu par son équipe Ineos Grenadier pour épauler celui qui a déjà son palmarès Tour de France et d'Italie, le grand Egan Bernal, qui pourra donc compter sur les qualités de puncher en montagne du représentant rouge et blanc et qui, on s'en souvient, avait endossé lui en 2022 quelques jours le maillot de meilleur grimpeur sur cette même Vuelta, le Tour d'Espagne. Justement, notez-le, sur vos agendas, la Vuelta s'élancera en 2026 de la Principauté de Monaco. Il est l'une des grandes figures de l'audiovisuel, passionné de sport, de cinéma, de pétanque, de show business. Daniel Leclerc vient tout juste de publier ses confidences sur l'oreillette. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver, l'homme aux 50 ans de télévision, un demi-siècle, tellement d'histoires, tellement de rencontres et d'anecdotes. Confidence sur l'oreillette, déjà le titre est magique. Hein. On a essayé beaucoup de titres, on en avait beaucoup qui nous ont été proposés, puis je me suis dit qu'en 50 ans de carrière, comme j'ai toujours eu le privilège de présenter, je me suis dit on a toujours un fil à la patte, c'est l'oreillette, confidence sur l'oreillette. 50 portraits, vous avez compté à peu près, c'est ça? Il y en a 80, alors par spécificité de mon ouvrage, c'est que je suis auteur-acteur de toutes mes anecdotes. Avec évidemment une grande carrière dans le sport, bord-terrain pour les plus jeunes qui nous écoutent et les plus anciens, l'hippisme, la pétanque, on va y revenir. Et bien sûr le show business. Et puis ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la préface est signée du Prince Souverain. Alors le Prince Souverain, je ne remercierai jamais assez Monseigneur qui m'a offert son amitié. C'est vrai que nous sommes complices dans le sport, nous avons cette passion en commun et avec vous aussi Christophe. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, nous avons pu
faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dès que je lui ai demandé de préfacer mon ouvrage, et quand il m'a demandé la maison d'édition, je lui ai dit les 3 colonnes. Et tout de suite, il a eu une réponse spontanée avec le sourire qui s'accompagne. Il m'a dit, mais c'est un retour aux sources, Daniel, vous qui avez commencé sous le régime de l'ORTF, il y avait une émission mythique qui s'appelait 5 colonnes à la une. Et comme il m'a dit, c'est un joli clin d'œil du destin. Il parle du sens du partage, du sens de la fête aussi, et du goût du bonheur. Ça vous caractérise ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que durant toute ma carrière et en marge de ma carrière, j'ai organisé des événements de prestige avec la ville de Paris. On ne va pas faire de politique, mais j'ai commencé du temps de Jacques Chirac et Jean Tibéri. Et j'ai eu la chance, grâce à des relations que j'ai aux États-Unis, de faire venir beaucoup de personnalités. Et c'est quand même tout à fait incroyable parce que, au-delà d'avoir fait jouer à la pétanque des stars comme Barry White, De Niro, Sean Connery, Bo Derek, George Hamilton, Robert Wagner, Gina Lollobrigida, James Coburn, Starsky Hutch, qui est quand même tout à fait inouï, j'ai envie de dire que toujours en toile de fond, et c'est ce qui me touche le plus, une œuvre caritative pour aider les plus démunis. Dans le sport aussi, Daniel Leclerc, on vous a connu auprès des plus grands. Quand on parle de cinéma, je parle tout de suite par exemple en France de Delon et de Belmondo par exemple. Alors, ce sont des amis de 50 ans, évidemment. Même aujourd'hui, j'ai envie de dire une formule, bon, très usitée. Il me manque parce que j'ai eu tellement de choses avec ces 2 personnages. Ils avaient un point commun, ils aimaient la boxe. Et je les avais invités au début des années 70 à voir le match du siècle, Cassius Clay contre Joe Frazier. Évidemment, à Cognac-Jay, avec une chaîne, c'était en noir et blanc, les invités pour regarder ce combat évidemment en privé. Alors, Alain Delon m'avait dit « Merci pour l'invite, mais je vais aller au Madison Square Garden, la salle mythique de tous les grands combats de boxe. » Et puis, Belmondo est venu. Donc, ce combat a duré 15 reprises. Et à ce moment-là, c'est une des rares fois de sa carrière que Cassius Clay s'est retrouvé au tapis. Il a été battu au poing. Il prendra sa revanche après, la revanche, la belle et tout. Et à ce moment-là, déjà provocateur, Jean-Paul me dit, tu vois, quand tu auras rencontré quelqu'un comme lui, tu auras vu du monde. Et il s'est trouvé que 2 ans après, Raymond Marcillac et Pierre Loctin m'ont envoyé faire le reportage sur Mohamed Ali. Alors j'étais bluffé parce que pour un champion du monde de poids lourd, il avait des mains de pianiste. Et puis, il faisait tout au ralenti. C'était le contraire de l'image qu'il générait, et surtout avec sa tête de Turc, Joe Frazier. C'est formidable. Je crois qu'on pourrait passer la soirée sur Monaco Info avec vous. J'aimerais juste, avant de conclure, vous aviez un maître, bien sûr, on a tous un mentor quelque part qui était Léon Zitrone, mais j'aimerais qu'on conclue cet entretien de ce livre magnifique qui s'appelle « Confidences sur l'oreillette ». Ça va vous rappeler 50 ans de télévision à toutes et à tous, bien sûr, notamment dans le service public. J'aime beaucoup, parce qu'on aime beaucoup le cheval ici, j'aime beaucoup l'anecdote et le récit sur Japlou. Alors, c'est une histoire extraordinaire parce qu'effectivement, en 1988, nous avions les Jeux sur le service public. On avait fait Calgary pour les Jeux d'hiver. Ensuite, c'était Séoul. Et donc, et là, il y a eu un mouvement de grève. La 2 s'est mis en grève. J'ai réussi à sauver les meubles. J'ai failli être séquestré. Et puis, du coup, j'ai réussi en présentant d'une cabine speakerine. Vous connaissez cette époque-là, Christophe. Évidemment, j'ai fait 4 jours, les derniers jours des Jeux Olympiques de Séoul en 88, en montrant évidemment toutes ces finales, et notamment la médaille d'or de Pierre Durand en selle sur Japlou, médaille d'or de saut d'obstacle. Et vous savez qu'il y a une belle suite à cette anecdote. Alors évidemment, j'ai reçu la médaille d'or du mérite de toute la direction de la télévision. Mais il y a une suite à cette anecdote, c'est que évidemment ces images ont inspiré le grand réalisateur et acteur qui est Guillaume Canet, et il a fait le film Japlou. Merci à vous. Bonne lecture à vous tous. Merci pour votre invitation. Merci d'être venu jusqu'à nous à Monaco ce soir. Et avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures à venir, en compagnie de Marie Bonnet-Blanc, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés à l'activité du port Hercule auprès des équipes en charge d'accueillir les bateaux de croisière à leur arrivée ici à Monaco. Les photos sont signées Stéphane Dana. Demain, 19h, c'est Patricia Navarro que vous retrouverez pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le soleil devrait revenir dans la matinée, quelques nuages devraient faire leur apparition dans la journée. Côté température, il fera 25 degrés le matin et jusqu'à 26 dans l'après-midi. Ça sera l'occasion de souhaiter une très belle fête à tous les Fabrices et ce sera également la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Une journée qui a été instaurée par les Nations Unies. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.